La plus grande clôture du monde s'étend sur plus de 5000 km, du Queensland à l'Australie méridionale. Si elle était déployée, elle pourrait facilement relier Londres à New York. Et si vous la longiez, il vous faudrait 6 mois pour terminer votre promenade. Elle n'a pas été construite pour protéger la frontière australienne. Ce serait inutile, car il n'y a que l'océan tout autour. Elle n'est pas non plus destinée à protéger un bâtiment important. Son but est de garder certaines espèces animales séparées les unes des autres. C'est à la fin du 19e siècle que les Australiens ont commencé à construire cette clôture. Ils voulaient créer une barrière séparant la partie animée du pays, avec des villes prospères comme Melbourne et Sydney, de l'arrière-pays, aride et sec. Ils ont utilisé des poteaux en bois enfoncés profondément dans le sol, reliés par un treillis métallique d'environ 2 mètres de haut. Certaines parties de la clôture ont même une seconde couche électrifiée. Pour s'assurer que cette clôture remplisse sa fonction, ils ont ajouté des lumières rouges et blanches pour pouvoir bien protéger les lieux, même de nuit. Une équipe de plus de 20 personnes travaille à temps plein pour que tout soit en ordre. Et chaque année, les autorités locales investissent environ 750 000 $ pour entretenir la construction. Pourquoi se donner tant de mal? La principale raison, c'était les dingos. Ces créatures, qui ressemblent à des loups-roux, sont les plus grands mammifères carnivores d'Australie. Et ils se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire. Ils posaient beaucoup de problèmes aux agriculteurs locaux, en particulier dans le sud du Queensland, où ils attaquaient souvent les moutons. Dans l'ensemble, la clôture fonctionne bien, mais elle a ses défauts. Quelques dingos parviennent de temps en temps à se faufiler à travers. Parfois, ce sont des chameaux sauvages qui l'abîment. En effet, l'Australie possède une population de chameaux assez importante. Mais cette solution a eu quelques effets imprévus. On pensait qu'il y aurait tout simplement moins de dingos à l'intérieur des terres protégées. Mais moins de dingos signifie plus de kangourous. Et plus de kangourous, ça signifie plus de concurrence avec les moutons pour la nourriture. Les grands prédateurs ne sont pas les seuls à être touchés. Les petits animaux et la végétation ont également été affectés. Avec toute cette concurrence dans un espace réduit, les habitants ont remarqué une baisse de la diversité dans la flore et la petite faune. Avec le temps, le sol a perdu beaucoup de ses nutriments, ce qui a nui à la croissance des plantes. De plus, la clôture fait obstacle à la migration des espèces et à la dispersion des graines. Même les dunes de sable sont concernées. Moins d'herbe signifie une baisse de leur stabilité. En observant les kangourous des deux côtés de la clôture, les scientifiques ont remarqué que les petits nez à l'intérieur étaient en moyenne plus légers et moins grands. À l'extérieur, les kangourous avaient des pattes et une tête plus développée. Et ce n'est pas parce que leur régime alimentaire était différent. Les kangourous qui partageaient le territoire avec les dingos devaient grossir plus vite pour survivre. En revanche, ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la clôture se développaient plus lentement. Ils n'étaient pas soumis à la même pression. Ils devaient se rivaliser avec un grand nombre de créatures. Mais leur taille n'était plus une priorité. Les chercheurs ne savent pas encore si cette différence est une solution rapide ou une adaptation génétique à long terme. Mais pourquoi ne pas tout simplement domestiquer les dingos? Beaucoup pensent qu'ils étaient autrefois des animaux de compagnie en Australie, mais ce n'est pas certain. De nos jours, ils sont plutôt sauvages, comme les loups, les hyènes et les coyotes. La plupart d'entre eux ne vivent pas en meute. Ce sont des chasseurs solitaires, dotés d'instincts aiguisés. Il ne sera donc pas facile de les apprivoiser. Toutefois, il n'est pas encore envisageable de démanteler la clôture. Les Australiens sont tellement stricts sur la question des dingos qu'ils ont même mis en place des lois sanctionnant les personnes qui abîmeraient la clôture. Laisser seulement un portail ouvert peut vous valoir une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 mois. Endommager la clôture peut vous coûter 6 mois de liberté. Ce n'est pas la première fois que les Australiens se sont dit qu'une clôture pouvait les aider à résoudre les problèmes liés aux animaux. Avant de devoir s'occuper des dingos, ils ont connu une très grave invasion de lapins. Aussi mignons soient-ils, ces créatures endommagent les terres agricoles. Les habitants ont donc imaginé une clôture en 3 parties. La première s'étendait de Ravensthorpe, dans le sud, à Pardue Station, sur la côte de Pilbara. Elle mesurait plus de 1770 km de long, ce qui en faisait à l'époque la plus longue clôture ininterrompue au monde. Tous ces problèmes de lapins peuvent être attribués à un certain Thomas Austin. En 1859, à son arrivée dans le pays, il s'est dit que ce serait une bonne idée de relâcher quelques lapins dans la nature. Il pensait que cela ajouterait un peu de charme à l'endroit. Mais comme les lapins ne sont pas originaires d'Australie, ils n'avaient pas de prédateurs naturels à l'époque.
ce sont des créatures qui s'adaptent facilement et qui n'ont besoin que d'un peu d'herbe pour se nourrir. Ils se reproduisent également à une vitesse étonnante. Une maman lapin peut avoir 4 portées par an, comptant chacune jusqu'à 5 petits. Très vite, leur nombre a explosé. À la fin des années 1880, les lapins avaient causé tellement de dégâts que les autorités locales ont fait une proposition. Elles offriraient l'équivalent de près de 2 millions de dollars d'aujourd'hui à quiconque trouverait une solution à ce problème aux dents longues. Personne n'a réclamé le prix, mais une commission s'est réunie un peu plus d'une décennie plus tard et a proposé l'idée de la clôture. L'entretien de ces clôtures était compliqué. Des inspecteurs veillaient au grain, chacun d'entre eux étant responsable d'un tronçon d'environ 800 km de long. Des patrouilles surveillaient aussi de plus petites sections, d'abord à vélo, puis à dos de chameau ou en charrette. Ils ont même essayé d'utiliser des voitures à un moment donné, mais elles n'étaient pas adaptées au terrain accidenté et leurs pneus crevaient constamment. Pour ce qui est de son efficacité, eh bien, en 1902, les lapins traînaient déjà du mauvais côté de la clôture. Alors, 4 ans plus tard, on en a installé une autre. Cela a fonctionné pendant un certain temps et les autorités locales n'ont pas pris la peine de venir en aide aux agriculteurs au-delà de cette deuxième clôture en leur accordant des prêts pour la pose de filets à lapins. Ceux qui se trouvaient entre les deux clôtures avaient cependant du mal à faire face aux problèmes des lapins. Très vite, ceux-ci se sont répandus au-delà de la deuxième clôture et il était maintenant clair que cette solution ne fonctionnait pas. Dans certaines régions, des lapins parvenaient même à franchir les clôtures pendant qu'on les construisait. Aujourd'hui encore, la population de lapins donne du fil à retordre aux autorités australiennes. La clôture des dingos est peut-être la plus longue, mais ce n'est pas la plus étrange. La clôture Aquarium, en Turquie, pourrait bien lui ravir la palme. Cette clôture de 50 mètres a été construite pour que la vue sur l'océan de la coûteuse villa qu'elle entoure soit visible depuis chacun de ses niveaux. Aujourd'hui, elle attire de nombreux touristes qui veulent voir la variété de poissons et de pieuvres qu'elle contient. L'installation d'une structure transparente n'a pas été difficile. Le véritable défi consistait à relier l'aquabarrière à la mer Égée au moyen d'une conduite enterrée s'étendant sur 3960 mètres de terrain. L'eau circule ainsi en permanence, ce qui permet à l'aquarium de rester propre et aux poissons d'être heureux. Afin que personne ne vienne endommager la clôture ou y voler des poissons, le propriétaire a également investi dans la sécurité. Il a installé un réseau de 17 caméras équipées d'un système de reconnaissance faciale. Les visiteurs sont libres de regarder et de prendre des photos. Mais si vous vous approchez trop près, vous risquez de déclencher des alarmes. Une autre de ces étranges barrières est la clôture à soutien-gorge de Nouvelle-Zélande. Si vous passez un jour par le district de Central Otago, vous tomberez peut-être sur une clôture ornée de soutien-gorge de toute taille. Son histoire remonte à 1999, lorsque des habitants ont découvert 4 soutiens-gorge, mystérieusement accrochés à la clôture, le long de la route de Cardrona Valley. Surpris, certaines personnes ont commencé à ajouter leur soutien-gorge au décor. Bientôt, les soutiens-gorge ont foisonné, et l'endroit est devenu un lieu très touristique. Sa popularité était telle que, parfois, il y avait des problèmes de circulation dans la région. Des mygales aux serpents venimeux, les créatures australiennes suscitent une crainte bien partagée. Je ne fais pas exception. Pourtant, des fossiles récemment mis au jour révèlent qu'il y a 120 millions d'années, ce territoire était infiniment plus périlleux, entièrement dominé par d'immenses mégaraptors aux griffes acérées. Je ne regrette vraiment pas de ne pas avoir vécu à cette époque. Ces prédateurs mesuraient près de 8 mètres et se déplaçaient sur 2 jambes, à l'image du célèbre tyrannosaure. Ils étaient rapides, redoutables, et possédaient une forme de super pouvoir. Leur étreinte, leurs puissants avant-bras, dotés de longues griffes recourbées, leur permettèrent de saisir fermement leur proie. Ils les enserraient dans une étreinte implacable, rendant toute fuite impossible. Leurs dents, bien que de taille modeste, restaient suffisamment acérées pour lacérer les chairs. Les mégaraptors furent évoqués pour la première fois à la fin des années 90, lorsqu'un paléontologue découvrit leurs restes fossilisés en Patagonie, au sud de l'Argentine. Depuis cette révélation, aucun squelette complet n'a jamais été exhumé, seulement des fragments épars. Toutefois, la découverte sans doute la plus significative à ce jour a eu lieu en Australie, en tout début d'année. Alors qu'ils arpentèrent les somptueuses côtes de la région de Victoria, des chercheurs sont tombés par hasard sur des ossements de mégaraptors. Ils ont d'abord identifié des fragments de jambes et quelques vertèbres rejetés sur le rivage.
Bien que le matériel soit limité, une analyse approfondie a permis de confirmer qu'il s'agissait bien d'un mégaraptor. Et pas n'importe lequel. Le plus ancien jamais identifié. Cette trouvaille s'avère d'autant plus enthousiasmante qu'elle renforce l'hypothèse selon laquelle ces dinosaures pourraient avoir vu le jour en Australie. Cependant, leur présence sur ce continent n'est pas une révélation récente. Dès 2023, des scientifiques y avaient mis au jour le sommet d'un crâne ayant appartenu à un mégaraptor. Revenons un instant en arrière. Leurs premiers restes ont été découverts en Argentine, n'est-ce pas? En effet. Pourtant, plusieurs années plus tard, des chercheurs ont mis au jour des fossiles appartenant à la même lignée de dinosaures à l'autre bout du globe, en Australie. Si ceux d'Océanie sont plus anciens, comment ces créatures ont-elles pu terminer en Amérique du Sud? Naturellement, ils n'ont pas volé jusque-là, et ils n'ont pas non plus traversé les océans à la nage, même si une hypothèse suggère qu'ils en étaient nés peut-être capables. Gardez à l'esprit que nous évoquons une époque remontant à plusieurs millions d'années. À ce moment-là, l'Australie et l'Argentine étaient en réalité voisines. Elles formaient une entité commune. Ces deux territoires faisaient partie intégrante du supercontinent de Gondwana, auquel ils étaient reliés par l'Antarctique. Mais attendez, ce passage n'était-il pas glacé? Certes, ces dinosaures ont dû franchir l'Antarctique pour atteindre leur destination, mais ils n'étaient pas transis de froid pour autant. Cet épisode s'est déroulé au milieu du Crétacé, une période marquée par un climat remarquablement chaud. À cette époque, les pôles étaient tapissés de végétation plutôt que de glace. Disons qu'ils ont pleinement tiré parti de ces conditions clémentes pour effectuer la traversée. Puis, il y a environ 180 millions d'années, le supercontinent de Gondwana a entamé sa fragmentation. À un moment donné, l'Australie s'est détachée et a dérivé, rompant ainsi avec les autres terres, y compris l'Amérique du Sud. Voilà pourquoi les mêmes espèces de dinosaures ont émergé dans des régions du monde radicalement éloignées. Le mystère étant levé, revenons à cette récente découverte. Les chercheurs n'ont pas simplement identifié quelques restes de mégaraptors sur le rivage. En tout, ce sont 250 ossements de dinosaures qui ont été exhumés sur place. Toutefois, seuls 5 d'entre eux présentaient un intérêt véritable. Ils étaient attribués à 3 espèces distinctes qui, comme il s'est avéré, cohabitaient dans la région du Victoria à la même époque. Nous avons donc déjà évoqué les 2 premiers ossements, issus d'un mégaraptor. Passons à présent à un tibia appartenant à un Unenlagina, en espérant que je n'écorche pas son nom. Ce dinosaure, parfois désigné comme le raptor du Sud, appartient à la famille du dromaeosaure et se distingue notamment par un museau allongé. Les 2 derniers tibias, de tailles inégales, proviennent d'un Carcharodontosaurus, un nom qui signifie « lézard aux dents de requin ». Ce spécimen revêt une importance particulière pour 2 raisons. Tout d'abord, il constitue la première preuve concrète attestant la présence de cette espèce en Australie. Ensuite, sa petite taille s'est révélée tout à fait inattendue, étant donné que cette espèce a toujours été perçue comme gigantesque. En Argentine, des fossiles ont montré qu'elle pouvait atteindre environ 11 mètres. Celui découvert en Australie, en revanche, ne mesurait que 2 à 3 mètres, ce qui représente un écart saisissant. En somme, la hiérarchie des prédateurs différait radicalement entre ces 2 régions. En Amérique du Sud, les Carcharodontosaures atteignaient des dimensions colossales, comparables à celles du T-Rex, surpassant en taille les mégaraptors et imposant leur domination sur tout le territoire. Mais, en Australie, la situation était à l'inverse. Des mégaraptoridas massifs et redoutables y coexistaient avec des Carcharodontosaures plus modestes. Cette répartition particulière des rôles souligne la singularité du cadre écologique qui régnait alors dans la région de Victoria. Bien que des restes de dinosaures aient été découverts dans l'ouest et le sud du pays, l'essentiel des fossiles provient de la région orientale de l'Australie, du Queensland notamment. C'est là que les chercheurs ont mis au jour un vestige véritablement exceptionnel, un crâne de dinosaure remarquablement bien préservé. L'analyse a révélé que cet os appartenait au 4e spécimen de titanosaure jamais mis au jour. Ce groupe de dinosaures comprend des créatures gigantesques au cou démesurément long, semblables aux brachiosaures, mais que certaines dépassaient en taille, atteignant jusqu'à 37 mètres de long. Ce crâne, exhumé en 2018, appartenait au Diamantinosaurus matildae, un nom dont la prononciation représente un véritable défi. D'après les données recueillies, cet animal aurait parcouru la planète il y a environ 88 millions d'années. Cette découverte a enfin permis aux scientifiques de reconstituer pour la première fois l'aspect probable de sa tête. En observant la reconstitution, les chercheurs ont sans doute songé « Tiens, il ressemble étonnamment à son cousin ». Il faisait référence à une autre espèce de titanosaure, au nom tout aussi imprononçable,
Sarmientosaurus musakioi. Et devinez où vivait cette créature? En Argentine, pardi. L'étude renforce donc l'hypothèse selon laquelle des dinosaures auraient traversé entre l'Australie et l'Amérique du Sud durant le Crétacé moyen. Le Queensland ne livrait cependant pas là son seul mystère. En 2024, des paléontologues y ont découvert les vestiges fossilisés d'une espèce inédite de ptérosaures, vieille d'environ 100 millions d'années. Ces êtres furent les premiers vertébrés véritablement capables de voler. Ils coexistaient avec les dinosaures et comptèrent parmi les plus redoutables prédateurs aériens, avec des ailes pouvant atteindre 11 mètres d'envergure. Ces vestiges appartiennent toutefois à une espèce inédite du groupe des ptérosaures, que les chercheurs ont sobrement baptisé Halischia peterseni, un nom certes moins chantant qu'Hakuna Matata. Par rapport à leurs cousins, ces créatures étaient de taille plus modeste, avec une envergure d'environ 4,50 mètres. Cela reste néanmoins supérieur à celle de l'albatros hurleur, l'oiseau volant le plus imposant aujourd'hui. Cette espèce de ptérosaure s'avérait redoutable. Elle planait au-dessus des mers à la recherche de proies. Dès qu'un animal était repéré, elle ouvrait ses mâchoires, grandes de 60 cm et garnies de dents acérées. Une fois cette trappe mortelle déclenchée, il ne semblait guère y avoir d'échappatoire. La dernière découverte remarquable que nous évoquons aujourd'hui provient elle aussi du Queensland. Pendant plus de 20 ans, une simple roche est restée exposée à la vue des élèves du lycée de Biloela, sans que personne ne devine qu'elle conservait en son sein 66 empreintes de dinosaures datant d'environ 200 millions d'années. Ces traces furent laissées par un groupe de dinosaures répondant au nom latin d'Anomoepus scambus. Il s'agissait d'animaux de petite taille, dotés de 3 orteils par patte. Tout porte à croire qu'ils étaient largement répandus dans la région du Queensland durant les premiers temps du Jurassique. Cette roche, découverte dans l'enceinte du lycée, agit à la manière d'un cliché fossilisé, offrant un précieux aperçu de ces dinosaures et de leur comportement. Une analyse approfondie a permis d'identifier les empreintes comme appartenant à 47 individus distincts. Ce groupe marchait vraisemblablement le long d'un cours d'eau, ou le traversait peut-être, au moment où leurs pas ont laissé leur empreinte dans l'argile blanche. Par ailleurs, les données de l'étude suggèrent qu'ils se déplaçaient alors à une allure inférieure à 6 km/h. Ainsi, ces marques n'ont été découvertes qu'en Australie, mais des fossiles de la même espèce ont été exhumés ailleurs dans le monde. Ils révèlent des créatures aux longues jambes, au corps massif, aux bras courts et dotées d'une petite tête terminée par un bec. En fin de compte, elles inspirent moins de crainte lorsqu'on apprend qu'elles ne se nourrissaient que de végétaux. L'Australie abritait autrefois ses propres géants et ces animaux titanesques auraient éclipsé tout ce qui vit aujourd'hui sur ce continent. Les scientifiques ont découvert de nombreux restes de ces créatures anciennes dans les grottes de Naracoorte, en Australie méridionale, à 4 heures de la ville d'Adélaïde. C'est une région magnifique, mais dangereuse. Attention aux trous disséminés dans le sol. Connus sous le nom de pièges à urnes, beaucoup ne sont guère plus larges qu'une table de cuisine. Ils sont profonds et plongent dans les cavernes les plus obscures. L'une de ces cavernes, la grotte aux fossiles de Victoria, est un trésor abritant les ossements d'environ 45 000 animaux depuis des siècles. Certains des ossements les plus anciens appartiennent à des créatures bien plus terrifiantes que n'importe quel animal vivant de nos jours. Il s'agit de l'ancienne mégafaune australienne, des bêtes gigantesques qui parcouraient le continent pendant le Pléistocène. Parmi elles, figuraient d'énormes serpents, d'immenses oiseaux incapables de voler, des créatures semblables à des wombats de la taille de rhinocéros, et bien d'autres encore. L'un des plus grands représentants de la mégafaune australienne découverts à ce jour est le diprotodon. Cette gigantesque créature herbivore mesurait 3 mètres de long pour 2 mètres de hauteur et pesait plus de 2500 kg, soit autant qu'un petit éléphant d'Asie. Bien que cette bête impressionnante ne fût pas carnivore, elle aurait pu écraser d'autres animaux par son seul poids. Les scientifiques ont trouvé les restes de centaines de ces créatures un peu partout en Australie, ce qui permet d'affirmer qu'aucun autre animal de cette époque ou de cette région ne surpassait un tel colosse. Malgré son apparence imposante, le diprotodon était un parent du wombat moderne, connu pour parfois bondir sur les humains. Le diprotodon possédait des orteils tournés vers l'intérieur, parfaitement adaptés pour creuser des terriers. Cependant, étant donné sa taille, il est peu probable qu'il les ait creusés lui-même. Ce trait était probablement hérité de ses plus petits ancêtres fouisseurs.
Il aurait aussi pu utiliser ses griffes pour chercher des racines, théorie soutenue par le fait que la poche de l'animal était orientée vers l'arrière, empêchant ainsi la poussière de s'y accumuler pendant qu'il creusait. Étant très grand, il n'avait pas beaucoup à craindre des prédateurs. Jusqu'à l'arrivée des premiers humains sur le continent, il y a environ 60 000 ans, les diprotodons adultes ne devaient se méfier que de quelques créatures, comme l'effroyable Quinkana. Avec une longueur impressionnante de 6 mètres, le Quinkana était un crocodile terrestre qui vivait en Australie il y a environ 40 000 à 20 millions d'années. Il a disparu en même temps que la plupart des autres grandes créatures de la dernière ère glaciaire, faisant probablement suite à l'arrivée des premiers humains sur le continent. Bien que le Quinkana fût extrêmement rapide et dangereux, il se pourrait que cette créature ait été supplantée par les chasseurs humains qui ont alors accaparé toutes les proies disponibles. Contrairement aux crocodiles modernes, qui sont principalement aquatiques, ce puissant saurien était un habitant des terres. Les scientifiques l'ont découvert en étudiant les pattes du Quinkana, capable de soulever son corps loin au-dessus du sol. Cela présage qu'une fois repéré par un Quinkana, il n'y avait aucune échappatoire. Les crocodiles modernes, quant à eux, se traînent en rampant sur leur ventre. Une telle adaptation permettait au Quinkana de pourchasser sa proie sur de longues distances, jusqu'à l'épuisement. Une autre caractéristique effrayante de ce monstre ancien était ses dents. Contrairement aux dents coniques des crocodiles aquatiques, excellentes pour saisir et maintenir les proies sous l'eau, les dents du Quinkana étaient en forme de lame, idéales pour déchiqueter les animaux à corps mou, tels que nous, les mammifères. Un autre monstre australien, le Thylacoleo, n'était pas aussi grand, mais cela ne le rendait pas moins terrifiant. Il était l'un des principaux prédateurs et des plus grands carnivores d'Australie. Cette créature représentait une véritable bizarrerie de la nature, même en comparaison d'autres monstres préhistoriques. Pour commencer, ses dents ne ressemblaient pas du tout à celles d'un prédateur ordinaire, mais à celles d'un rongeur. Ses incisives hypertrophiées prenaient la place des canines et ses prémolaires, en forme de lame, servaient à déchirer la chair et les os. Au début, les scientifiques pensaient que le Thylacoleo utilisait ses dents pour manger des noix et d'autres fruits. Mais plus tard, une étude a montré que ses dents étaient bien plus adaptées pour trancher les coups et sectionner les colonnes vertébrales. Quel programme! Les mâchoires de cette créature étaient terriblement puissantes. Un Thylacoleo de 100 kg avait une force de morsure comparable à celle d'un lion moderne de 250 kg. Cela signifie que l'animal pouvait facilement abattre une proie beaucoup plus grande que lui. De plus, la queue du Thylacoleo était dotée de puissants muscles qui permettaient à l'animal de s'en servir comme soutien lorsqu'il s'attaquait à de grandes proies. Le Thylacoleo possédait des griffes rétractables, une caractéristique extrêmement rare parmi les marsupiaux. Cette particularité lui permettait de garder ses crochets extrêmement aiguisés sans les émousser, offrant ainsi une meilleure prise sur sa proie. Les scientifiques sont également convaincus que, tout comme les léopards modernes, le Thylacoleo pouvait grimper aux arbres et bondir sur d'autres animaux depuis les hauteurs. Ses attaques étaient si rapides et furtives que ses victimes ne savaient jamais ce qui les avait frappés. Cette théorie est renforcée par la structure de ses pattes arrière. Le premier orteil y était réduit, tandis que le pied présentait un coussinet rugueux similaire à celui des opossums actuels, ce qui offrait une meilleure adhérence lors de l'escalade. Lorsque les scientifiques ont découvert le premier crâne de Meiolania, ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un lézard, d'où son nom signifiant « l'humble errante ». Cependant, après avoir trouvé des fossiles plus complets, il s'est avéré que la Meiolania était en réalité une tortue géante et non un lézard. C'était l'une des plus grandes tortues terrestres à avoir jamais existé. L'erreur initiale des chercheurs provenait des ornements épineux présents sur le crâne de l'animal, caractéristique que l'on retrouve aussi chez les lézards cornus modernes. Malgré la découverte de la véritable nature de cette créature, les scientifiques peinent encore à la classer correctement. On ignore si cette tortue repliait son cou en dessous de sa colonne vertébrale ou sur le côté pour se défendre. En plus de ces mécanismes de défense crâniens, la Meiolania possédait également une queue épineuse, vraisemblablement utilisée pour repousser les prédateurs, l'attaquant par derrière. La plupart des espèces de Meiolania ont disparu il y a environ 2 à 3 000 ans, probablement en raison de l'activité humaine qui a conduit à leur extinction en Australie et sur les îles avoisinantes. Il aura fallu environ 2 siècles pour que ces tortues
s'éteignent dans cette région du globe. Le Mégalania était un lézard géant australien qui vivait à la fin du Pléistocène. Il ressemblait au dragon de Komodo et au varan bigarré d'Australie, considérés comme ses plus proches parents vivants. Les fossiles montrent que cet ancien lézard mesurait de 4,50 à 8 mètres de long. Et les plus récents fossiles de Mégalania remontent à environ 50 000 ans. Les premiers peuples autochtones ont sans doute côtoyé le Mégalania, ce qui a contribué à l'extinction de ce lézard géant. Initialement, les scientifiques pensaient qu'il s'agissait du seul représentant du genre Mégalania. Cependant, il appartient désormais au genre Varanus, ce qui indique que cette créature préhistorique est étroitement liée aux varans australiens modernes. Le prochain géant de notre liste est parfois surnommé l'autruche sous stéroïdes en raison de sa taille imposante. Le Genyornis, le dernier des Dromornithidés à disparaître en Australie, y a côtoyé les premiers humains. Il est probable qu'ils aient coexisté pendant environ 15 000 ans avant que l'énorme volatile ne s'éteigne. Cette hypothèse est renforcée par la découverte de fossiles de Genyornis associés à des outils humains. De plus, certaines peintures rupestres représentent des oiseaux incapables de voler qui ressemblent fortement aux Genyornis par leur taille et leur aspect. Bien que le Genyornis ne fût pas le plus grand oiseau d'Australie, il mesurait tout de même la taille d'un homme adulte et pesait environ 250 kg. Comparé à une autruche moderne, qui peut être dangereuse lorsqu'elle se sent menacée, imaginer affronter son immense ancêtre préhistorique en ferait réfléchir plus d'un. Les scientifiques débattent encore quant au régime alimentaire du Genyornis. Certains pensent qu'il était herbivore, mais il est également possible qu'il ait été partiellement charognard. Ses petites ailes trapues et ses puissantes pattes en forme de sabots pourraient suggérer un régime végétarien, tandis que son énorme bec et sa mâchoire inférieure exceptionnellement développée continuent de poser question. En effet, ces caractéristiques sont pour le moins atypiques chez les oiseaux. Il y a tant d'astéroïdes qui traversent notre système solaire sans même que nous en soyons même conscients. Ce sont des fragments rocheux de matière résiduelle datant de la formation de notre système solaire. Il y a environ 4,6 milliards d'années. Ils orbitent autour du Soleil, mais pas comme les planètes. Ce sont de véritables rebelles qui préfèrent suivre des trajectoires plutôt inhabituelles. De plus, ils tournent de diverses manières en voyageant entre les planètes et autres objets spatiaux. La majorité d'entre eux provient de la ceinture principale d'astéroïdes située entre Jupiter et Mars. La plupart y demeurent, mais la forte gravité de Jupiter peut pousser certaines de ces roches dans différentes directions, y compris vers nous. Ces astéroïdes sont parfois ronds, parfois de formes étranges, avec des creux et des trous dus aux collisions avec d'autres roches spatiales. À ce jour, nous savons qu'il y en a plus d'1 million dans la ceinture principale d'astéroïdes. Et tout va bien jusqu'à ce que certains d'entre eux se dirigent vers nous. La NASA les surveille, nous savons donc qu'il n'y a pas à s'en faire, du moins pour l'instant. Mais ça n'a pas toujours été le cas pour notre chère planète. Si la Terre pouvait parler, elle partagerait sûrement d'incroyables secrets sur ces astéroïdes. Ces roches spatiales ont laissé des cratères d'impact que nous appelons des dômes. Ces dômes ont une forme caractéristique avec un centre surélevé, semblable aux éclaboussures que l'on voit lorsqu'on jette un caillou dans un étang. Mais nous ne connaîtrons plus beaucoup d'histoires similaires. A priori, ce centre surélevé devrait être visible immédiatement, surtout si l'astéroïde qui a autrefois frappé la surface était immense. Mais nous parlons de millions et de millions d'années d'érosion. Le vent, l'eau et même la gravité effacent progressivement ces traces. Ces éléments usent les dômes d'impact, et certains sites finissent même par être enfouis sous des couches de roches et de terre. D'autres disparaissent à jamais à cause du mouvement constant des plaques tectoniques de la Terre. Regardez la Lune. Elle a également subi de nombreuses collisions. Mais là-bas, il n'y a pas d'océan, ni de plaques tectoniques en mouvement, ni même de vent pour effacer lentement, au fil de millions d'années, les cratères de sa surface. En gros, toute son histoire est gravée dessus. En revanche, la Terre possède des forces naturelles capables d'effacer des structures comme le dôme d'impact de Vredefort et le cratère de Chicxulub. Vous savez, celui qui témoigne de la fin des dinosaures. Heureusement, les scientifiques disposent aujourd'hui de nouvelles méthodes pour déceler d'anciens cratères. Ils se concentrent souvent sur les matériaux projetés lors des impacts. Le continent australien est particulièrement intéressant, car il s'agit d'un véritable terrain de golf pour les impacts d'astéroïdes. Le supercontinent de Gondwana dominait le Sud il y a des centaines de millions d'années, notamment pendant la période du Dévonien.
Les experts y ont identifié environ 38 impacts d'astéroïdes. De plus, ils soupçonnent l'existence de 43 autres sites potentiels. Certaines de ces structures sont relativement petites, tandis que d'autres sont énormes et entièrement cachées. Récemment, un scientifique du nom de Tony Yates a découvert d'étranges motifs magnétiques souterrains en Nouvelle-Galles du Sud. Ces nouveaux indices pointent vers un impact gigantesque. Et quand on dit gigantesque, ce n'est pas une plaisanterie. Il s'agit d'une structure de 520 km de diamètre. Ce pourrait bien être le plus grand site d'impact jamais découvert. Ce site est appelé la structure de Deniliquin. Ces motifs magnétiques révèlent des ondulations caractéristiques autour du centre, similaires à celles créées par une pierre jetée dans l'eau. Il y a également des fractures qui s'étendent vers l'extérieur depuis le centre. Et des roches provenant du sous-sol semblent avoir été poussées à l'intérieur. C'est typique des grands impacts d'astéroïdes. Cette structure se situait probablement dans l'est du Gondwana il y a des centaines de millions d'années, bien avant la fragmentation du supercontinent en plusieurs îles, parmi lesquelles l'Australie. Pour le moment, tout ce que nous savons sur ce cratère provient de ce que nous pouvons observer en surface. Pour obtenir plus d'informations et des preuves concrètes, nous devrons forer dans le sol. Un astéroïde de cette taille n'est pas à prendre à la légère. Il aurait pu provoquer une ère glaciaire de grande ampleur et peut-être même anéantir environ 85% des espèces, surpassant l'impact de l'astéroïde qui a causé l'extinction des dinosaures. En 4,5 milliards d'années d'existence de notre planète, elle a été frappée par des centaines de gros astéroïdes. Cependant, cela ne signifie pas que chaque roche spatiale qui entre dans notre atmosphère atteigne le sol. La plupart de celles qui réussissent à traverser l'atmosphère sont relativement petites, environ 1 mètre de diamètre. Heureusement pour nous, les roches spatiales de moins de 25 mètres de diamètre ne parviennent généralement pas à franchir l'atmosphère de notre planète. Ces roches arrivent à grande vitesse, chauffant les gaz de l'atmosphère, ce qui finit par les brûler. Une fois qu'elles entrent dans notre atmosphère, elles se transforment en météores. Et dans la plupart des cas, elles ne causent pas beaucoup de dégâts, voire aucun une fois qu'elles sont tombées. Nous avons connu des impacts bien plus importants sur Terre par le passé. Au moins 190 d'entre eux ont laissé des cicatrices encore visibles aujourd'hui. L'un des plus grands se trouve en Afrique du Sud, le dôme de Vredefort, qui mesure 160 km de diamètre. C'est actuellement le plus grand connu, bien que les scientifiques doivent encore se pencher plus en détail sur ce nouveau cratère découvert en Australie. Le dôme de Vredefort s'est formé il y a environ 2 milliards d'années, causé par un astéroïde probablement plus grand que celui qui a exterminé les dinosaures. Lorsqu'un astéroïde mesure plus d'1 kilomètre, ses effets peuvent être dévastateurs à l'échelle mondiale. Cet impact était si puissant qu'il a pu provoquer des incendies partout et projeter d'énormes quantités de poussière dans l'atmosphère. Avec autant de matière pour masquer la lumière du soleil, le climat de la planète a pu être bouleversé pendant des mois, voire des années. Nous avons aussi l'astéroïde le plus célèbre, celui qui a créé le gigantesque cratère de Chicxulub et ses 180 km de large. Vous connaissez l'histoire, il s'est écrasé sur notre planète il y a 66 millions d'années, alors que les dinosaures gambadaient gaiement, en quête de nourriture et de partenaires, en gros, vivant leur vie. L'impact en lui-même n'a pas exterminé les dinosaures immédiatement. Il a projeté de nombreux débris dans l'espace qui, en retombant sur Terre, ont provoqué des incendies partout. L'impact a également soulevé un immense nuage de poussière qui a couvert la planète pendant des années, bloquant la lumière du soleil et perturbant les plantes et toute la chaîne alimentaire. Même ceux qui ont survécu à l'impact ont eu du mal à trouver leur nourriture et ont fini par disparaître. Heureusement, ils nous ont laissé de nombreux fossiles et sont devenus une inépuisable source d'inspiration pour le cinéma. Il y a 1,8 milliard d'années, au Canada, un autre événement majeur a laissé un grand trou, aujourd'hui connu sous le nom de bassin de Sudbury. Les gens pensaient autrefois que c'était un astéroïde, mais certains experts pensent à présent qu'il pourrait s'agir d'une comète gigantesque composée de glace et de roches. Ce trou a pratiquement disparu aujourd'hui, en raison des conditions météorologiques. Toutefois, on peut encore y extraire du fer et du nickel, tout en excavant les restes de l'objet spatial qui y est tombé. Si vous vous rendez dans le sud de l'Inde, vous découvrirez le cratère de Lonar. Les habitants de la région l'ont découvert il y a 2 siècles, en 1823, et pensaient qu'il s'agissait d'un volcan. Mais nous savons maintenant qu'il s'agit d'une trace laissée par un météore qui s'est écrasé il y a environ 35 à 50 000 ans.
Ce qui rend ce cratère unique, c'est qu'il est le seul connu à s'être formé dans une roche basaltique. Autour de ce cratère, on trouve des collines boisées, où vivent des paons et des gazelles. Les oiseaux apprécient également de visiter le lac situé à proximité pendant l'hiver. Ce dernier est tout à fait fascinant, car il peut prendre une teinte rose en raison de la présence de minuscules organismes, bien que cette coloration soit éphémère. Pourquoi l'Australie est-elle si étrangement vide? Pourquoi n'avons-nous pas encore découvert une si grande partie de l'océan? Notre planète est-elle une sphère parfaite? Et la Terre était-elle autrefois plus violette que verte? Tu ne connais sans doute pas les réponses à ces questions sur notre planète. Alors découvrons-les ensemble. L'Australie est vraiment immense. Pour comprendre à quel point, il faut savoir qu'elle est presque aussi grande que l'Europe entière. Mais avec seulement 26 millions d'habitants environ, l'Australie fait partie des pays ayant la plus faible densité de population. Elle ne pointe qu'au 55e rang mondial en termes de population, alors qu'elle possède la 6e plus grande superficie. Pourquoi une si grande partie du pays est-elle vide? Une hypothèse plausible serait la présence de ces animaux dangereux qui se cachent derrière chaque pierre. Mais il y a une autre raison pour expliquer cela. La sécheresse de l'Australie fait que 85% de sa population vit à moins de 50 km des côtes et 80% vivent sur la côte est où les précipitations sont plus fréquentes. Toutefois, bien qu'il y ait clairement un manque de précipitations, seuls 20% de l'Australie constituent un désert invivable et seuls 40% sont considérés comme non habitables selon des critères humains. La consommation d'eau est plus élevée que les précipitations moyennes annuelles. Mais il existe une autre source d'eau ancienne cachée sous terre qui peut pourvoir aux besoins d'une population bien plus importante. Il s'agit de l'une des plus vastes ressources souterraines d'eau douce du monde, le Grand Bassin Artésien. Il couvre une superficie stupéfiante de 1,7 million de kilomètres carrés, soit 1/5 de la taille de l'Australie. Il contient suffisamment d'eau pour recouvrir la Terre d'une couche de 50 cm de profondeur. Ou bien, et c'est nettement plus utile, il pourrait fournir assez d'eau aux Australiens pendant les 1500 prochaines années. Seulement 6,5% de la surface de l'Australie a un sol adapté à l'agriculture, ce qui ne semble pas énorme. Mais au cas où tu l'aurais oublié, l'Australie est grande, et ce petit pourcentage représente environ la taille de la France. Avec cette immense surface disponible pour les cultures, l'Australie a plus qu'assez de denrées pour nourrir sa population. Et 70% des produits agricoles sont exportés à l'étranger. Alors, avec beaucoup de terre, de nourriture et d'eau, pourquoi la population est-elle si peu nombreuse? La raison en est le processus de migration très lent. Au début, seuls les habitants du Royaume-Uni vivaient ici. Puis, ils ont ouvert leurs frontières aux autres Européens, mais les restrictions sont restées en place jusqu'en 1973. On pourrait penser que près de 200 ans seraient suffisants pour que beaucoup plus de gens immigrent. Mais l'Australie était tout simplement trop loin. Le risque de voyager sur une si longue distance et les coûts du voyage ont fait que les Européens ont préféré les options plus courtes et moins chères et ont migré ailleurs, comme au Canada ou aux États-Unis. Depuis 2000 ans, les gens ont compris que la Terre était ronde. Mais savais-tu que ce n'est pas une sphère parfaite? Du fait de la rotation inclinée de la Terre, notre planète change constamment de taille. Très lentement, bien sûr. Les pôles nord et sud sont étonnamment plats. La Terre ressemble davantage à une boule que l'on écraserait. Imagine une main géante dont les doigts exerceraient une pression sur les deux pôles. À cause de cette pression, l'équateur est un peu gonflé vers l'extérieur. En plus d'un champ gravitationnel inégal, la Terre a beaucoup d'irrégularités dans sa propre gravité, certaines positives et d'autres négatives, ce qui crée une surface inégale, rocheuse et bosselée. Certains endroits sur Terre ont plus de gravité que d'autres. Si tu te pesais le long de l'équateur, tu pèserais 0,5% de moins qu'au pôle. Enfin, ça ne vaut pas la peine de faire le voyage juste pour changer de poids. Si tu mesurais la distance entre le centre de la Terre et le point le plus éloigné de celle-ci, tu serais choqué de constater que ce n'est pas le mont Everest qui arrive en tête. Non, ce point se trouve au niveau de l'équateur, là où la planète a une sorte de bourrelet. Le volcan équatorien Chimborazo serait en fait le point le plus haut de la Terre, car il est le plus éloigné du centre. Il nous reste encore environ 80% de l'océan à cartographier, ce qui est à peine croyable étant donné la quantité du système solaire que nous avons déjà exploré en comparaison. Toutefois, nous connaissons de nombreux détails incroyables sur l'océan.
Il couvre plus de 70% de la surface de la planète, abrite 94% de la faune et de la flore terrestre, et grâce à la vie qu'il abrite, jusqu'à 80% de l'oxygène de la planète y est produit, principalement par le plancton, les algues et les bactéries. L'un des endroits les plus célèbres déjà cartographiés est la fosse des Mariannes. C'est le point le plus profond de la Terre, avec une profondeur de près de 11 000 mètres, soit pas moins de 5 fois la longueur du Grand Canyon, et davantage que la hauteur du mont Everest. Elle abrite aussi l'un des fonds marins les plus anciens de la Terre, resté à l'écart pendant environ 180 millions d'années. La pression au fond est de plus de 1000 bars, mais bien que ce soit 1000 fois plus que la pression normale, la vie y est toujours florissante. Dans tout l'océan, on estime que plus de 3 millions d'épaves gisent dans cette profondeur trouble. D'innombrables artefacts y reposent intacts et il pourrait y en avoir plus que dans tous les musées du monde. La dorsale médio-océanique est la plus longue du monde, atteignant 64 000 km, soit près de 10 fois la taille de la cordillère des Andes, qui est la plus longue chaîne de montagnes sur Terre. Le Soleil est à l'origine de la couleur bleutée de l'océan. Cette couleur ne provient pas de la réflexion du ciel, bien qu'ils soient tous les deux bleus pour la même raison. La surface de notre planète reçoit la lumière blanche du Soleil et elle absorbe plus fortement les lumières orange, rouge et jaune. Elle n'absorbe pas autant la lumière bleue, ce qui fait qu'elle y est réfléchie et parvient telle qu'elle jusqu'à nos yeux. Bien sûr, cela ne se produit qu'en fonction de la pureté de l'eau. Si l'eau est pleine de boue ou d'algues, elle disperse la lumière et efface le bleu naturel de l'eau. Il existe de nombreux facteurs qui déterminent les couleurs que nous voyons sur notre planète. Savais-tu que la Terre n'était pas verte autrefois? Elle était violette. La chlorophylle dans notre atmosphère absorbe principalement les longueurs d'onde bleues et rouges du Soleil et reflète les vertes pour donner l'aspect que nous associons aujourd'hui à notre planète. Il y a longtemps, un ancien microbe appelé rétinal dominait la Terre à la place de la chlorophylle. Il absorbait la lumière verte et réfléchissait la lumière rouge et violette. Ces microbes avaient une structure plus simple. Il était donc plus facile à produire dans l'environnement à faible teneur en oxygène de la Terre primitive. Ils ont donné à notre planète une teinte violacée au lieu du vert. Mais la chlorophylle est plus efficace et à mesure que la Terre se développait, elle a fini par prendre le dessus. Imagine qu'il y a des milliards d'années, des observateurs lointains pouvaient voir notre maison comme un petit point violet. Le plus grand arbre sur Terre est un séquoia géant nommé General Sherman. Il mesure plus de 85 mètres, atteignant presque la hauteur d'un immeuble de 26 étages. On pense qu'il a environ 2700 ans et sa circonférence est de 25 mètres. Son poids est stupéfiant, 1800 tonnes. C'est lourd, mais ce n'est même pas l'être vivant le plus lourd de la Terre. En Utah, un énorme bosquet d'arbres appelé Pando fonctionne comme une seule colonie d'arbres. L'énorme système de racines les relie tous ensemble avec jusqu'à 47 000 tiges. Il pèse près de 6 000 tonnes et a 80 000 ans. Cela en fait la plus ancienne chose vivante connue des humains. Maintenant, qu'en est-il de la plus grande surface d'un seul être? Au large des côtes de l'Australie occidentale, une algue atteint une taille impensable. L'algue ruban de Poséidon pousse depuis 4500 ans, en propageant des pousses-clones souterraines. Elle est entièrement connectée et partage le même ADN avec la plupart de ses pousses. Elle couvre une superficie incroyable de 200 km², soit l'équivalent de 28 000 terrains de football ou la taille du Nebraska. Et elle ne s'arrêtera pas là, car elle continue de grandir de 60 cm chaque année. Il est difficile de se représenter l'ampleur de ces êtres. Alors imagine si en plus ils étaient violets. Tu t'es déjà demandé ce qu'il y a dans la poche d'un kangourou? Peut-être qu'il garde un goûter pour plus tard? Peut-être que c'est pour leur clé de maison? Ou peut-être qu'ils transportent des gens au travail tous les jours avec un petit boulot à temps partiel? En résumé, les kangourous utilisent leur poche pour transporter leurs petits, ou joey. Ils ont besoin de la poche car, après une courte période de gestation pouvant aller jusqu'à 36 jours, le bébé joey naît et rampe dans la poche pour poursuivre son développement, à l'inverse des autres mammifères. Une fois qu'il est né, il a la taille d'un bonbon. Bien qu'il soit sourd et aveugle, il a aussi un sens aigu de l'odorat et trouve son chemin à travers la poche chaude et protégée. Le joey va ensuite s'attacher à sa mère pour boire du lait qui lui donnera les nutriments nécessaires et à partir de là, il va vivre, grandir et se développer pour affronter le monde extérieur pendant les 4 à 6 mois suivants.
Une fois que le joey s'est suffisamment développé, il peut quitter la poche et étirer ses pattes pour s'adapter au monde extérieur. Mais il retournera se nourrir à l'intérieur de la poche pendant encore 6 à 12 mois. Ces délais varient en fonction des types d'espèces de kangourous. Il existe 4 types différents. Le kangourou rouge, le plus grand de tous les kangourous et de tous les animaux terrestres d'Australie, se trouve partout sur le continent, mais généralement dans les déserts et les prairies ouvertes. Surnommé le Grand Rouge, il peut mesurer jusqu'à 2 mètres et peser jusqu'à 90 kg. Le gris oriental est surtout typique des côtes orientales. Ce sont les deuxièmes plus grands, avec une taille de 1,50 m et un poids pouvant atteindre 80 kg. Le kangourou antilope, le plus petit des 4, se trouve dans les régions tropicales de l'extrême nord. Il mesure jusqu'à 1,50 m et peut peser jusqu'à 50 kg. Et enfin, tu trouveras le gris occidental dans les régions sud-ouest et sud du continent, pesant jusqu'à 54 kg et mesurant jusqu'à 1 mètre. Quelle que soit leur taille, leur capacité la plus notable est de bondir en avant dans un mouvement de rebond pour couvrir de grandes distances. Le Grand Rouge peut ainsi franchir jusqu'à 9 mètres en un seul bond. Bien que ce qui rend le kangourou si unique ne soit pas rare en Australie, il partage des traits évolutifs avec d'autres classifications de macropodes. Les wallabies, les wallarous, les kokas et les paddis-melons sont des cousins éloignés du kangourou, avec plusieurs espèces dans chaque classification. Ils sont tous de tailles différentes et vivent dans des zones uniques auxquelles ils se sont adaptés en Australie et en Nouvelle-Guinée. Bien que les marsupiaux aient jadis également vécu dans le reste du monde, on ne sait pas exactement d'où ils viennent. Les plus anciens fossiles de marsupiaux ont été trouvés en Amérique du Nord, mais il est clair que les marsupiaux se sont lentement frayé un chemin vers le sud, en passant par l'Amérique latine, l'Antarctique et finalement l'Australie. Bien sûr, nous gardons à l'esprit que c'était à l'époque où ces continents étaient encore tous attachés. Et une fois arrivés en Australie, ils se sont rapidement adaptés sans la concurrence des autres mammifères. D'autres mammifères ont également atteint l'Australie à peu près à la même époque, comme la famille des chauves-souris et celle des rongeurs. Pas étonnant que les souris et les rats aient réussi à atteindre l'Australie avant les humains. Bien que le climat de l'Australie ait été très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, les marsupiaux se sont rapidement adaptés à ces changements. Il y a eu un débat sur le fait que les caractéristiques uniques des marsupiaux étaient mieux adaptées aux changements radicaux de climat que les autres mammifères. La période de gestation plus courte permet à leurs petits de se nourrir de lait beaucoup plus tôt. Le lait des marsupiaux présente des facteurs de croissance et d'immunité supérieurs à ceux des autres mammifères, ce qui pourrait être bénéfique pour survivre dans un environnement plus rude, raison pour laquelle les marsupiaux sont plus nombreux en Australie. Le kangourou s'est manifestement adapté au fil du temps. Le succès de leur adaptation se reflète dans leur population actuelle d'environ 40 millions d'individus en Australie, dépassant facilement la population humaine. Cela dit, leur forte présence n'est pas entièrement liée à leurs atouts physiques, mais il est principalement dû à l'absence de prédateurs. Le dingo, le mammifère, a migré vers l'Australie il y a environ 8000 ans, mais son nombre est contrôlé dans la majeure partie de l'Australie. Et puis, il y avait aussi le thylacine, également connu sous le nom de tigre de Tasmanie, qui a lentement disparu du continent depuis l'arrivée de l'homme il y a environ 50 000 ans. On estime qu'il a complètement disparu il y a environ 4000 ans, permettant aux marsupiaux comme le kangourou de prospérer. L'aspect fascinant du thylacine est qu'il fournit un excellent exemple d'évolution convergente. Il s'agit du processus par lequel des animaux qui ne sont pas étroitement apparentés développent des caractéristiques similaires de manière indépendante. Le thylacine et le loup gris viennent de régions totalement différentes de la planète et n'ont qu'un ancêtre commun, qui existait il y a au moins 160 millions d'années, et pourtant ils ont évolué de manière similaire. D'autres marsupiaux entrent dans la catégorie de l'évolution convergente. Le marsupial planeur à sucre, qui ressemble à l'écureuil volant de la famille placentaire, la souris sauteuse, qui ressemble au rat kangourou d'Amérique du Nord. Il existe des types de marsupiaux et d'autres taupes. Le diable de Tasmanie ressemble à la hyène et au carcajou, et le wombat a de nombreuses ressemblances avec la marmotte. Les possums et leurs cousins l'opossum, en Amérique du Nord, ont évolué pour avoir des pouces opposés, une caractéristique que l'on retrouve chez les primates. Les hérissons et les porcs-épics, des mammifères qui n'ont aucun lien avec l'Australie, ont leurs propres épines, mais elles sont proches de celles de l'échidné.
L'échidné est un mammifère complètement différent et ce n'est pas un marsupial. Il appartient à l'ordre des monotrèmes. L'échidné est l'un des 2 derniers mammifères de l'ordre des monotrèmes, échidné et ornithorynque. Contrairement aux autres mammifères, les monotrèmes ne donnent pas naissance à des bébés vivants, mais pondent des œufs dont le petit éclot 10 jours seulement après la ponte. Mais comme tous les autres mammifères, ces derniers boivent le lait de leur mère. Un autre exemple d'évolution convergente est celui du koala, qui a évolué pour avoir des empreintes digitales comme les primates. Le koala s'est adapté grâce au réchauffement du climat en Australie. Lorsque le climat est devenu plus sec, la faune a nettement changé sur tout le continent. Les eucalyptus sont devenus plus importants car ils s'adaptaient plus facilement au climat plus sec. Plus de 70% des forêts indigènes d'Australie sont actuellement constituées d'eucalyptus. Les feuilles d'eucalyptus ou feuilles de gomme sont pauvres sur le plan nutritionnel. Leur valeur nutritionnelle est si faible qu'elles ne devraient pas constituer le principal régime alimentaire. Mais les koalas ont profité de cette nourriture que personne ne voulait et se sont adaptés au fil du temps. Aujourd'hui, ils ne mangent plus que cela et se gavent jusqu'à 6 fois par jour. Cela leur permet de dormir jusqu'à 20 heures par jour. Mais bien qu'ils dorment beaucoup, ils sont en parfaite sécurité en haut des eucalyptus. Le monde animal en Australie est aussi étrange que diversifié, mais même les indigènes de ce pays ont leur propre légende qui le rendent encore plus bizarre. Les indigènes australiens ont des histoires de leurs rêves, qui leur parlent d'animaux étranges qui ont existé. L'un de ces animaux mythologiques était le bunyip. Il a été décrit dans les contes comme une bête qui se cachait dans les marécages, les rivières et les lacs. Bien qu'il soit communément connu sous le nom de bunyip, il est également appelé de divers noms dans le pays. Avant l'arrivée des Européens en Australie, il existait en effet environ 250 langues au sein de la population indigène. Chaque langue a une histoire similaire d'une bête qui vivait dans l'eau, ce qui a toujours constitué un appui pour expliquer aux jeunes enfants qu'il faut faire attention avec les marais et les rivières. Voici les différentes formes du bunyip: écaille, fourrure ou plume, de la taille d'un chien à celle d'un bison. Certains ont une apparence incroyablement étrange, mais d'autres ne sont pas très éloignés d'animaux réels comme le crocodile. La création de créatures mythologiques comme le bunyip s'est probablement faite à partir d'ossements et de fossiles d'animaux existants. Par exemple, en Europe, on soutient que les histoires de dragons sont probablement nées de la découverte de fossiles de dinosaures. Les fossiles sont logiquement les sources probables des histoires autour des infâmes bunyip, des animaux de la période de la mégafaune qui, il y a environ 2,5 millions d'années, a connu les plus grands de tous les animaux. Cette période s'est terminée il y a environ 20 000 ans. Des variantes du bunyip coïncident avec des animaux qui ont vécu pendant cette période. Le thylacoleo, également connu sous le nom de lion marsupial, était un marsupial carnivore grand et puissant. Le diprotodon, qui ressemblait à un wombat géant, pesait 2700 kg et mesurait 3 mètres de long. Une autre version était celle d'un bunyip à bec couvert de plumes apparenté au Dromornithidae, un grand oiseau de 3 mètres de haut. Chacune de ces versions date d'une époque où la mégafaune était plus commune et où les humains ont vécu parmi eux pendant une courte période. Bien que l'ère de la mégafaune en Australie soit révolue depuis longtemps, il existe encore des animaux qui se sont adaptés aux évolutions climatiques et géographiques, assèchement du continent, introduction de nouvelles espèces et même une autre implication des humains. Les 4 kangourous, le kangourou rouge, le kangourou gris oriental, le kangourou gris occidental et l'antilope, sont ainsi tous des rappels vivants de l'ère de la mégafaune. Lorsque tu vois cette créature pour la première fois, tu peux penser qu'il s'agit d'un saphir volant. De fait, l'abeille Amegilla cingulata est aussi belle que cette pierre précieuse. Ces coléoptères volants ont des rayures turquoises au lieu de jaune. Leurs énormes yeux verts ressemblent à des émeraudes. Et leurs fines ailes brunes ressemblent à des couches de cellophane avec des motifs gravés. L'apparence n'est pas la seule chose qui les distingue des abeilles classiques. Ces abeilles à bandes bleues sont célibataires. Elles ne se déplacent pas en essaim et ne vivent pas dans de grands nids. Ces coléoptères aiment s'installer dans de petits terriers dans le sol ou des crevasses dans les rochers. Une autre différence intéressante entre ces abeilles bleues et les abeilles normales est leur mode de pollinisation unique. Les scientifiques appellent ça la pollinisation par le bourdonnement. Elle s'assoit sur la fleur, la tient fermement et commence à agiter tout son corps. Elle crée une série de petites vibrations rapides. De cette façon, l'abeille secoue aussi la fleur rapidement et doucement. Ces mouvements font sortir le pollen de l'anther. Puis, l'abeille s'arrête et recueille tout ce pollen.
certains scientifiques pensent que ces abeilles préfèrent polliniser les fleurs violettes. Ainsi, les abeilles bleues se fondent dans la plante et passent inaperçues aux yeux de leurs ennemis. Mais cette théorie n'a pas encore été prouvée. Ces abeilles à rayures bleues habitent principalement le territoire de l'Australie. Elles constituent un élément important de l'agriculture de ce pays. Elles travaillent avec les tomates, les canneberges, les aubergines, les myrtilles, les kiwis et les piments. Les abeilles ordinaires ne peuvent pas polliniser la plupart de ces plantes, mais leurs congénères bleues, oui. À l'échelle mondiale, plus de 8% des plantes du monde ont besoin d'être pollinisées par les abeilles. C'est pourquoi les agriculteurs aiment et protègent tellement ces abeilles. Les guêpes et les abeilles sont très semblables en apparence. Parfois, il est même difficile de les distinguer. Mais leur mode de vie est totalement différent. Les abeilles sont des coléoptères tranquilles qui passent leur temps à polliniser les plantes, à récolter le nectar des fleurs et à fabriquer du miel. On peut dire que les abeilles sont comme de petits camions puissants. Mais les guêpes sont aussi de super voitures de course. Elles sont plus agressives, beaucoup plus rapides et plus agiles dans les airs. Leurs piqûres sont plus douloureuses. Oui, elles peuvent aussi transporter le pollen d'une plante à l'autre et se nourrir de nectar. Mais leur principale mission est de contrôler la population d'insectes nuisibles comme les pucerons et certaines espèces de chenilles. Selon certaines estimations, les guêpes parviennent à se débarrasser de plus de 14 000 tonnes d'insectes en un seul été au Royaume-Uni. Imagine ce qu'elles font dans le monde entier. Les guêpes sont des coléoptères dangereux. Mais parmi elles, il y en a une qui se distingue par sa nature et son mode de vie pacifique. Il s'agit de la guêpe maçonne. Elle a aussi une couleur noire et jaune, mais elle est plus élégante. Un essaim de guêpe ordinaire est contrôlé par une reine, mais les guêpes barbares sont des créatures solitaires. Elles construisent un petit nid de boue dans lequel elles vivent avec leurs enfants. Une guêpe maçonne pique seulement si elle est en danger. Contrairement aux autres guêpes, ces insectes utilisent leur venin uniquement pour paralyser les araignées, les mouches et les chenilles. Ensuite, elles les rapportent dans leur nid pour nourrir leurs petits. Ne sois donc pas surpris si tu vois une grande horde d'araignées paralysées à l'intérieur du nid. Il peut y avoir plus de 500 insectes dans un seul nid. Lorsque les petites guêpes sortent des œufs, elles commencent immédiatement leur festin. L'espèce de guêpe la plus hostile est le frelon. Ce sont aussi des guêpes, mais elles sont plus grosses, plus agressives, et leur piqûre est beaucoup plus douloureuse. Leur piqûre est l'une des plus dangereuses de tous les insectes. Cette bestiole peut atteindre la taille d'un pouce. C'est 3 fois plus grand qu'une abeille ordinaire. Les frelons attaquent en un énorme essaim et représentent un grand danger pour tout animal. Pour les combattre, les gens portent d'épaisses combinaisons de protection qui ressemblent à des combinaisons spatiales. Mais le pire est que les frelons envahissent les ruches et réduisent la population d'abeilles. Cela peut conduire à une catastrophe à l'échelle planétaire, puisque les abeilles pollinisent plus de la moitié des fruits et légumes, céréales et noix dans le monde. Regarde ce gros bourdon qui bourdonne. Il a l'air d'avoir un problème. Il se pose sur une fleur et... Attends une minute, mais ce n'est pas du tout un bourdon. C'est une sorte de magnifique scarabée vert-orange. Oh, maintenant il s'envole et ressemble à nouveau à un bourdon. Voici le papillon de nuit, Séphonodes hylas. Grâce à sa couleur et à ses ailes transparentes, il donne l'impression d'être un bourdon. Les ailes de la plupart des insectes servent à assurer la thermorégulation. Elles réchauffent leur corps. D'autres insectes ont des ailes qui les aident à combattre leurs ennemis. Un papillon parvient à ressembler à une plus grosse créature grâce au motif de ses ailes. Certains insectes communiquent grâce aux vibrations créées par leurs ailes. Les ailes de couleur ont de nombreux usages différents, mais le Séphonodes hylas a des ailes transparentes. Et leur principale fonction est d'éviter de refléter la lumière du soleil. Ces ailes transparentes qui se déplacent rapidement ne brillent pratiquement pas à la lumière et atténuent la couleur du coléoptère. Grâce à cela, lorsque le papillon vole, les autres insectes le perçoivent comme un bourdon et ont peur de l'attaquer. On trouve ces imitateurs de bourdons en Afrique, en Inde, en Asie du Sud-Est et en Australie. Au début de leur vie, ce sont des chenilles d'un vert vif qui se nourrissent de feuilles de café et de grenadier. On pourrait croire qu'un hamster est assis sur le tronc d'un arbre, mais il s'agit en fait de la chenille-chat du Sud. Elle est grande et couverte d'une épaisse fourrure. N'essaie pas de la caresser si tu ne veux pas finir à l'hôpital. Il y a plein d'épines venimeuses cachées dans ce manteau de fourrure. Même une légère piqûre peut te faire ressentir de très nombreuses douleurs. Les cirfes sont d'autres insectes qui se font passer pour des abeilles et des guêpes. Ils ressemblent à des guêpes, volent comme des guêpes et imitent les piqûres des guêpes. Mais leur compétence la plus cool est de copier le bourdonnement des abeilles. En réalité, les cirfes sont des créatures fragiles et inoffensives.
Leur capacité à se faire passer pour des abeilles est essentielle à leur survie, et ça marche très bien. De nombreux animaux et insectes ont peur d'approcher ces comédiens adroits. Mais dans tout le monde animal, ce sont les ménures qui méritent le titre d'imitateurs les plus talentueux. Ces petits oiseaux à la grande et belle queue et qui ressemblent à une lyre vivent en Australie. Imagine que tu te perds dans une forêt, loin d'une grande ville. Soudain, tu entends le bruit d'une tronçonneuse. Tu ne vois personne, mais le son se rapproche. Puis, tu entends le clic de l'obturateur d'un appareil photo. Mais il n'y a personne avec un appareil dans les parages. Les ménures créent tous ces sons. Grâce aux muscles complexes de leur syrinx, ils peuvent imiter le son de presque tout. Certaines personnes ont même entendu ces oiseaux imiter la parole humaine. De plus, ils sont de super sculpteurs de forêt. Les femelles construisent des nids en forme de dôme sur le sol, dans des souches et des grottes. Elles y pondent généralement un œuf et s'occupent du bébé pendant les 6 à 10 premières semaines. Descendons du ciel vers l'océan pour voir d'autres petites créatures. Voici la pieuvre aux anneaux bleus. Ce petit bonhomme a l'air si petit et si mignon. Sa couleur fluo brillante et ses anneaux bleus sont visibles de loin. La pieuvre peut facilement tenir dans la paume de ta main, mais il est préférable de ne pas la toucher. Rencontrer un grand requin blanc n'est peut-être pas aussi dangereux que de rencontrer cette minuscule créature. C'est l'un des habitants de la mer les plus dangereux au monde, en raison de son venin. Une seule piqûre peut terrasser un énorme éléphant d'Afrique. Cette pieuvre est bien plus dangereuse qu'un cobra royal ou qu'une veuve noire, car sa morsure passe souvent inaperçue. Tu ne peux pas sentir ou voir quand elle te pique, et lorsque tu te rends compte que quelque chose ne va pas, il est peut-être trop tard. De plus, il n'existe aucun antidote au venin de la pieuvre aux anneaux bleus. Les glandes salivaires de la créature abritent des bactéries qui produisent ce venin. La même substance se trouve dans le venin du poisson globe. Lorsqu'elle pénètre dans le corps humain, elle paralyse l'ensemble du système nerveux. Les poumons cessent de se contracter et d'alimenter le corps en oxygène. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il est peu probable que cette pieuvre attaque la première. Le dernier cas enregistré où cette créature s'est attaquée à des personnes remonte aux années 60. Les pieuvres aux anneaux bleus vivent dans les océans Pacifique et Indien, des côtes du Japon à l'Australie. Elles passent la plupart de leur temps dans les mares résiduelles et les récifs coralliens. Maintenant, nous nous déplaçons vers les sables chauds des États du sud-est des États-Unis. Tu peux trouver des fourmis de feu ici. En apparence, elles ne sont pas très différentes des insectes ordinaires. Mais les gens les appellent fourmis de feu à cause de leur morsure. Leur poison ressemble à une flamme. Tu risques de ressentir une brûlure au niveau de la morsure. Par conséquent, il vaut mieux ne pas les toucher et partir avant que l'une de ces fourmis ne se glisse dans ton pantalon. Tu te promènes en voiture avec ton amie Annie dans l'arrière-pays australien. Le soleil est brûlant, mais tu vois un groupe de mignons kangourous qui sautillent. Tu arrêtes la voiture et sors pour les filmer avec ton téléphone. Tu fais même une story en direct pour impressionner tes amis et tes followers. Soudain, l'un des kangourous s'élance vers vous à toute vitesse, prêt à vous tomber dessus. Bon, arrêtons-nous ici une seconde, juste avant que toi ou ton ami ne soyez blessés. Les kangourous ont des pattes extrêmement puissantes et peuvent sauter jusqu'à 10 mètres de hauteur. Ces pattes puissantes leur permettent de se déplacer par bonds à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h, plus vite que n'importe quel être humain. Donc si tu envisages de distancer une foule de kangourous en colère, ou ne serait-ce qu'un seul d'entre eux, tu n'as aucune chance d'y parvenir. Ils t'auront pourchassé et mis à terre avant même que tu n'atteignes ta vitesse maximale. Leur queue est tout aussi puissante et agit parfois comme un 5e membre lorsqu'ils broutent paisiblement dans un champ. Tout comme les vaches, les kangourous se nourrissent généralement d'herbes, mais aussi d'arbustes, de mousses et même de champignons. La queue est essentielle à l'équilibre du kangourou et représente la moitié de sa taille en station debout qui peut avoisiner les 1,80 m. Revenons à nos moutons. Le kangourou n'est plus qu'à quelques mètres de toi. La première chose que tu dois faire est de protéger ton corps. Tourne-toi sur le côté et allonge le bras. Assure-toi que ta tête est hors de portée. Leurs pattes sont dotées de griffes acérées qu'il vaut vraiment mieux éviter. Les coups sont portés des 2 pieds. Ils déplacent alors leur poids sur la queue, puis déploient leurs pattes arrière, assénant un double coup de pied poussé à leur adversaire, en l'occurrence Annie et toi-même. Les pieds de ces animaux sont énormes, ce qui les rend extrêmement dangereux. Le temps est encore figé, alors Annie et toi prenez position, prêts pour l'attaque du kangourou. Et... action! Le kangourou se tient face à toi comme un boxeur sur un ring.
Il se rapproche, mais tu es dans la bonne position pour réduire au maximum les dégâts. Toutefois, même en sachant comment se défendre, affronter un kangourou de 1,80 m n'est pas la meilleure stratégie. Le mieux que tu puisses faire est de reculer lentement sans le surprendre. Ne lui tourne pas le dos au risque de subir une attaque par derrière. Si battre en retraite ne suffit pas, fais-lui comprendre qu'il a remporté cette bataille. Ne prolonge aucun contact visuel et si tu peux, essaie de te recroqueviller sur toi-même. Tu as peut-être manqué certains signes d'alerte en les observant de loin. Les kangourous ne tapaient pas du pied parce qu'ils étaient contents de te voir. En réalité, ils te faisaient signe de ne pas approcher. Quand l'un d'eux a sauté vers toi, il s'est dressé haut sur ses pattes et a fléchi ses muscles pour affirmer sa position de dominant. Ta plus grosse erreur a été de t'arrêter alors qu'ils paissaient tranquillement. Ils t'ont considéré comme une menace et se sont mis sur la défensive. On peut voir plusieurs bébés kangourous qui sortent la tête de la poche de leur mère. Les kangourous femelles ont une poche sur leur ventre faite d'un pli de peau pour abriter les bébés. Les nouveau-nés font la taille d'une grappe de raisin, mais ils atteindront bientôt la taille impressionnante qu'on leur connaît à l'âge adulte. Au bout de 10 mois seulement, les petits sont prêts à sortir de la poche de la mère pour se mettre à sautiller par eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, Annie et toi avez survécu à cette confrontation pour l'instant. Mais que se passe-t-il si tu te retrouves face à un kangourou de 12 mètres de haut? Je plaisante, tenons-nous-en à la stricte réalité et aux événements hautement probables. Par exemple, que faire en cas de rencontre avec un grizzly? La première chose à savoir, c'est qu'ils sont très mignons quand ils cueillent des baies ou se grattent le dos contre les arbres, mais leur côté sombre dépasse de loin celui des kangourous. Vous êtes en plein pique-nique, Annie et toi, quand soudain, un grizzly s'approche, attiré par l'odeur de la nourriture. Ne panique pas, nous allons de nouveau figer le temps pour te donner une chance de réfléchir à ce qu'il faut faire. En général, le meilleur moyen de survivre à une attaque de grizzly est de l'éviter complètement. Les grizzlies sont de grands vagabonds, toujours à la recherche des meilleurs spots pour s'alimenter. L'odorat de cet ours est impressionnant, et c'est bien son nez qui l'a conduit directement à votre pique-nique. L'ours est tout près de toi. Ne t'affole pas. Tu dois simplement lui montrer que tu n'es qu'un visiteur sur son territoire. Recule lentement, tout en parlant d'un ton bas et calme. Il doit savoir que tu ne lui tiens pas tête, car la créature dominante ici, c'est bien lui. Il y a beaucoup de tension lors d'un face-à-face avec un ours, alors ne lui tourne pas le dos et ne t'enfuis pas. Cela ne fera que le provoquer à te prendre en chasse, et tu as peu de chances de gagner la course. Ces animaux sont plus rapides que les humains et savent nager et grimper aux arbres. Donc, à moins que tu ne saches comment te faire pousser des ailes et t'envoler, ne tente pas de distancer un grizzly. Le contact visuel est lui aussi à éviter. Tout comme les mignons kangourous, les ours prennent ce regard très au sérieux et surveillent chacun de tes mouvements. Un contact visuel direct et prolongé sera perçu comme un signe d'agression ou de défi. Les grizzlies sont du genre à tester leur adversaire en essayant de lui faire peur. Ils peuvent même simuler une charge pour évaluer sa réaction. Quoi qu'il fasse, il te faudra tenir bon. Si l'ours baisse la tête et fait saillir son cou vers toi, c'est qu'il compte te charger. Comme nous avons figé le temps, pour l'instant, nous ne pouvons pas savoir avec certitude quel sera son prochain mouvement. Replongeons dans l'action pour voir ce qu'il va faire, car tu devras planifier ton prochain coup en fonction de celui de l'ours. Alors, action! Le grizzly ne montre aucun signe d'agressivité jusqu'à présent. Il est juste curieux du décor. Rappelle-toi les consignes. Pas de contact visuel. Ok, l'ours commence maintenant à montrer une certaine hostilité, ce qui signifie qu'il pourrait t'attaquer. Reste où tu es. Il se rapproche. La meilleure chose à faire dans ce scénario est de te soumettre complètement en t'allongeant à plat ventre sur le sol et en couvrant ta tête avec tes bras. Reste immobile. L'ours pourrait comprendre que tu te soumets et s'en aller. Il leur arrive parfois de rester dans les parages pendant un certain temps avant de décamper. Heureusement, cet ours n'en avait qu'après la nourriture du pique-nique. Il a donc attrapé les sandwichs et est parti. Vous avez eu de la chance pour cette fois. Mais si l'ours s'était décidé à attaquer, il aurait fallu le repousser autant que possible. Utilise tous les objets à proximité pouvant te servir de projectile. Vise alors les points les plus sensibles, comme les yeux ou le museau, et lance-les de toutes tes forces. Ce qui distingue les pumas des autres prédateurs, c'est qu'ils sont d'excellents traqueurs. Alors que tu fais une randonnée en forêt, tu ne réalises pas que tu n'es plus seul et qu'une présence invisible et menaçante accompagne depuis peu ta promenade. Les pumas te traqueront s'ils pensent que tu es comestible et peuvent surgir de nulle part au moment opportun.
Ces félins n'attaquent pas les humains en principe, mais qui sait ce qui peut bien se passer dans la tête d'un si gros chat? La règle d'or face à un puma est à peu près la même que pour les autres animaux. Tiens bon et ne prends pas la fuite. Courir pourrait déclencher une attaque immédiate du félin, et il te rattrapera à coup sûr. Ces animaux sont forts et ont des réflexes très rapides. Leurs griffes sont puissantes et leurs morsures sont encore pires. Tu ne veux pas être poursuivi par l'un d'eux. Alors que tu lui fais face, essaie de paraître plus grand que le puma. Lève les bras et gonfle ta poitrine. Garde toujours le contact visuel pour essayer d'affirmer ta domination. Tu ne dois pas paraître plus faible ou soumis au félin, contrairement au grizzly ou au kangourou. A l'inverse, tu dois montrer que tu es plus puissant que lui. Alors ne te recroqueville pas et ne tremble pas. Il surveille chacun de tes mouvements. La suite des événements repose sur lui. Reprenons, d'accord ? Bon, on dirait qu'il se montre agressif. C'est un puma coriace et il ne veut pas perdre sa proie. Si le fait de paraître imposant ne donne rien, essaie d'agiter tes bras dans tous les sens et de crier très fort. Si tu peux lui jeter des pierres pour l'effrayer, ce serait un plus. Le félin a l'air de vouloir attaquer. Quoi qu'il arrive, ne flanche pas. Au bout d'un moment, il se soumet et s'enfuit. Tu as gagné cette fois-ci, mais ça ne veut pas dire que ça sera le cas la prochaine fois. Si le puma s'en prend à toi, ta seule option pour rester en vie est de te défendre et de rendre les coups. Appuie-toi sur ton environnement pour t'aider et surtout, n'abandonne pas. La nourriture est essentielle, n'est-ce pas? Eh bien, bonne nouvelle. Si vous vous retrouvez par hasard au milieu de l'océan, vous ne mourrez pas de faim. Presque tous les poissons d'eau salée peuvent être consommés crus, comme des sushis. Les parasites ne survivent pas dans cette eau. Donc ces poissons sont assez sûrs. Hélas, vous ne trouverez pas de sauce soja pour accompagner votre sashimi improvisé. Vous ne risquez pas de mourir de faim au milieu de la forêt non plus. L'écorce interne des pins, des trembles, des érables, des saules et des bouleaux est comestible. Même si ce n'est pas aussi délicieux que des sushis, c'est tout de même mieux que rien. De plus, elle contient de la vitamine C. Vous pouvez également utiliser des aiguilles de pin pour préparer un excellent thé qui vous réchauffera lors des froides journées d'hiver. Passons maintenant aux mauvaises nouvelles. Manger de la neige est totalement déconseillé. Et cela ne concerne pas seulement cette neige d'une couleur jaune suspecte. Elle ne vous remplira pas l'estomac, pas plus qu'elle n'étanchera votre soif. À vrai dire, la consommer peut abaisser votre température corporelle. De plus, votre corps nécessitera plus d'eau pour faire fondre la neige que la quantité que vous en consommerez, ce qui vous déshydratera encore davantage. Même chercher de la nourriture dans votre propre cuisine peut s'avérer assez risqué. Lorsque vous préparez de délicieuses pâtisseries, gardez la farine loin du feu, car cette substance hautement inflammable qui peut s'embraser en quelques secondes. Elle est 35 fois plus inflammable que le charbon, alors assurez-vous de la ranger en lieu sûr. Il y a encore un conseil de cuisine que vous devez connaître. Si l'huile prend feu, n'essayez pas de l'éteindre avec de l'eau, cela ne fera qu'empirer les choses. À la place, si le feu est petit, vous feriez mieux de jeter du bicarbonate de soude dessus. Si c'est un feu plus important, utilisez un extincteur. Vous pouvez aussi mettre un couvercle sur la poêle. L'oxygène s'épuisera bientôt, et le feu ne peut pas survivre sans. Imaginez que vous vous promeniez près d'un lac ou d'un étang avec votre chien, et que vous aperceviez un kangourou au milieu de l'eau. Exotique, n'est-ce pas? Quoi que vous fassiez, ne tentez pas de lui porter secours et gardez votre chien en laisse. Les kangourous adoptent cette posture lorsqu'ils se sentent menacés par un prédateur. Et si le malheureux prédateur entre dans l'eau, le kangourou peut tenter de le noyer. Il est rapporté que de nombreux chiens ont été blessés de cette manière. Assurez-vous donc de rester en sécurité sur la berge avec votre compagnon. Faire de l'autostop peut être une expérience amusante, mais il existe de nombreux dangers tapis dans la forêt. Vous avez peut-être vu des gens à la télévision recommander d'aspirer le venin en cas de morsure de serpent. Mais c'est une très mauvaise idée. En effet, cela peut introduire des bactéries nocives dans la plaie. Au lieu de cela, restez calme, allongez-vous sur le sol, surélevez le membre affecté au-dessus de votre cœur et appelez immédiatement les secours. Sinon, demandez à vos amis de vous emmener d'urgence à l'hôpital. En cas d'urgence, vous pouvez allumer un feu en utilisant vos lunettes de lecture. Tenez-les face au soleil et dirigez-les vers un matériau inflammable, comme de l'herbe sèche. Vous verrez bientôt de la fumée se former. Si vos lunettes n'ont pas une forte correction, vous pouvez ajouter de l'eau sur la lentille pour renforcer l'effet.
Ne fuyez jamais devant un cougar et évitez de le fixer. Le regarder droit dans les yeux signifie que vous êtes prêt à relever le défi. Au lieu de cela, tâchez de vous grandir, écartez les bras, gonflez la poitrine et commencez à crier pour effrayer l'animal. Les bestioles dangereuses sont partout. Avant de mettre vos chaussures, secouez-les vigoureusement car vous ne voudriez sûrement pas que vos orteils rencontrent une araignée ou un scorpion. Les serpents à sonnette sont réputés pour se glisser dans les sacs de couchage pendant les chaudes journées d'été. On ne peut pas leur en vouloir. Tout le monde cherche à échapper à la chaleur. Avant de vous installer dans votre sac, assurez-vous qu'il n'y ait pas de créatures rampantes à l'intérieur. De plus, un feu de camp peut dissuader les reptiles. Vous avez probablement vu des scènes de films où des abeilles attaquent un personnage, qui se jette dans l'eau pour échapper aux insectes. Bien que cela puisse sembler plausible, la réalité est bien différente. Les abeilles attendront simplement que vous manquiez d'air et refassiez surface. Ces petites bêtes sont très intelligentes. Si vous tombez dans un lac gelé et que vous ne parvenez pas à trouver le moyen de remonter, dirigez-vous vers la zone la plus sombre de la glace, qui est souvent le trou par lequel vous êtes tombé. La neige et la glace reflètent la lumière et sont généralement beaucoup plus lumineuses qu'une ouverture. Une fois sorti, ne reprenez pas pied. Glissez-vous loin du trou à la manière des phoques. La natation est une activité plaisante, à moins que vous ne tombiez dans un lac gelé. Mais les courants d'arrachement peuvent également compliquer les choses. Si jamais vous vous trouvez dans une telle situation, commencez par nager parallèlement au rivage pour échapper au courant. Pour vous reposer tout en nageant, cambrez le dos de façon à rester en surface. Positionnez vos hanches vers le haut, à l'horizontale. Détendez-vous, rapprochez vos omoplates et relâchez la tension dans votre poitrine. Restez détendu pour conserver votre souffle et ne paniquez pas. Si vous ne savez pas nager et que vous ne souhaitez pas dépenser d'argent pour acheter un gilet de sauvetage, votre pantalon peut vous sauver la vie. Il peut être utilisé comme un véritable gilet de sauvetage. En le nouant aux ouvertures après l'avoir rempli d'air, il suffit de le placer autour de votre cou et vous voilà paré. Espérons simplement que votre pantalon soit imperméable. Votre pantalon ne vous sera d'aucun secours si vous voyez une personne en train de se noyer. Votre premier instinct serait de sauter pour l'aider, n'est-ce pas? Mais si vous n'avez pas de dispositif de flottaison, la personne pourrait s'accrocher à vous, vous entraînant tous les deux et mettant ainsi votre vie en danger. Dans cette situation, la meilleure chose à faire serait de lui lancer quelque chose qui flotte, ou de l'aider à sortir de l'eau au moyen d'un bâton ou d'une corde. Plonger dans des eaux sombres peut être déroutant, car il est difficile de retrouver son chemin vers la surface. Expirez un peu d'air. Moins dense que l'eau, il remontera toujours à la surface. Suivez ces bulles d'air et vous retrouverez la sécurité. En cas d'urgence, il est possible de boire de l'eau salée. Mais il est essentiel de la diluer 4 fois, car l'eau de mer est 4 fois plus salée que les fluides de votre corps. En d'autres termes, vous aurez besoin de 3 verres d'eau douce pour chaque verre d'eau de mer. Une fois mélangée, l'eau devient sûre à boire. Bien que l'eau salée contienne de nombreux minéraux bénéfiques pour la santé, elle ne peut jamais remplacer l'eau douce, donc ne la consommez que si nécessaire. Vous êtes sur une plage, avec l'eau jusqu'aux genoux. Soudain, vous remarquez que la mer se retire rapidement. Dans une telle situation, la meilleure chose à faire est de courir aussi vite que possible vers le point le plus élevé que vous puissiez apercevoir, car cela pourrait indiquer un tsunami imminent. D'autres signes incluent des secousses dans le sol et un puissant grondement. Même dans votre propre lit, vous n'êtes jamais totalement à l'abri. Si vous vous réveillez dans l'obscurité avec une forte odeur de gaz, évitez d'allumer. Une étincelle provenant d'un interrupteur pourrait déclencher une explosion. Abstenez-vous d'utiliser toute source lumineuse, car même la lampe torche d'un téléphone pourrait mettre le feu au gaz. Imaginez maintenant ceci. Vous êtes approché dans la rue par un chien d'assistance. Vous pourriez avoir envie de le caresser, mais il est préférable de rester immobile et de ne pas bouger. Laissez son maître diriger le chien. Si ce dernier n'est pas présent et que le chien essaie d'attirer votre attention, cela pourrait signifier qu'il est en difficulté. Dans ce cas, suivez le chien, car vous pourriez bien sauver une vie. Évitez de publier sur les réseaux sociaux lorsque vous êtes absent de chez vous. Les cambrioleurs pourraient utiliser ces informations pour entrer dans votre domicile par effraction. Bien que cela semble évident, de nombreuses personnes ne tiennent pas compte de ce conseil.
vous pourrez toujours partager vos superbes photos de plage une fois de retour à la maison.